Au sommaire de ce journal, la détermination des patriotes d'Iwazalendo à défendre la patrie face à l'ennemi produit déjà des fruits. Sous pression, 2 éléments du mouvement du 23 mars se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, des mouvements citoyens ont manifesté à Kinshasa devant l'ambassade des États-Unis pour demander des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. La deuxième audience dans l'affaire Stanis Boujakira a eu lieu vendredi à la prison de Makala. Elle marque le début de l'examen du fond de l'affaire. Sa défense demande une contre-expertise face aux accusations soulevées par le ministère public. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le feu offensif ouvert contre les positions terroriste du M23 par les jeunes résistants patriotes d'Iwazalendo porte ses fruits sur le terrain. Après l'échec sur plusieurs lignes de front, poussant ainsi à la débandade, l'heure est à la reddition des terroristes aux forces armées régulières. Vendredi, 2 membres du mouvement M23 ont été présentés par l'armée à Goma. Ils ont fait des révélations au sein de la rébellion qui agresse le pays avec le soutien du Rwanda. Passant aux aveux, ces terroristes ont affirmé avoir été pris par force pour rejoindre les rangs du M23. Guerre dans l'est de la RDC, des mouvements citoyens demandent aux États-Unis des sanctions économiques et d'embargo militaire contre le Rwanda. Ils ont manifesté vendredi devant l'ambassade des États-Unis dénonçant la position américaine récente et appelant à des mesures plus fermes pour résoudre la crise dans la région. Ils sont des jeunes issus des mouvements citoyens et des confessions religieuses à organiser ces sit-ins devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour exprimer leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme une politique des 2 poids 2 mesures de la part de l'État américain sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. À cette occasion, les manifestants ont attiré l'attention sur la déclaration des États-Unis du 12 octobre dernier, appelant une solution politique plutôt que militaire pour résoudre la crise dans l'est du pays, en particulier les affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense Wazalendo et le groupe terroriste M23 soutenu par les Rwandais. Dans leur lettre ouverte, les jeunes manifestants ont demandé aux États-Unis d'imposer des sanctions économiques et de mettre en place un embargo militaire contre les Rwandais qu'ils accusent de soutenir le groupe rebelle M23, soulignant l'importance de l'unité nationale et de la mobilisation de tous les Congolais pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Ces jeunes ont également exprimé leur soutien indéfectible au Wazalendo, les encourageant à continuer à défendre l'intégrité territoriale du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste préoccupante puisque nos territoires demeurent sous occupation de l'ennemi. Mais comment pérenniser l'avancée des Wazalendo? On en parle avec Maître Serge Lukanga, pasteur, avocat près la cour d'appel, mais également ambassadeur de la paix, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, nous saluons tout le monde. Alors, vous suivez très bien ce qui se passe à l'est de notre pays. Les patriotes sont déterminés à défendre la patrie. Ils ont déjà récupéré plusieurs localités. Mais comment pérenniser l'avancée des Wazalendo, selon vous? Ces patriotes, Wazalendo appelés patriotes, ils ne sont pas poussés par n'importe qui, mais pas seulement par un sentiment patriotique. Ils ont pris la décision, parce que j'étais là, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à l'Est, et j'ai compris qu'eux-mêmes d'abord ont ce sentiment, ont cette volonté de vouloir mettre fin à l'agression, mettre fin au mouvement barbare, au mouvement négatif. Ils ont décidé de récupérer nos terres et ils ont décidé de défendre. Alors comment pérenniser? Nous sommes en face d'un problème diplomatique. Le gouvernement est en train d'observer les cessez-le-feu lancés par rapport à nos accords. Mais dans l'entretemps, sur le terrain, nos patriotes ont pris des choses en main. Comment il faut le faire? Ce n'est que la population que nous sommes, la société civile, qui ne peut que continuer à mettre la main parce que tout le monde est mobilisé avec des mouvements citoyens, avec cet élan patriotique. Nous ne pouvons que prendre ces choses en main
nous prendre en charge. C'est de cette façon qu'on peut pérenniser cette action. Donc, c'est-à-dire qu'il faut continuer à soutenir ces jeunes gens. Mais ceux qui font de bonnes choses, qui récupèrent nos terres, qui chassent les éléments négatifs, nous ne pouvons que les soutenir. Les soutenir dans les moyens de respect des droits humains, respect des droits humanitaires, pour ne pas être traités de mouvements aussi négatifs. Parce qu'ici, il faut bien comprendre que les Wazalendo ne font pas partie de la liste des mouvements, comment on appelle, négatifs oui. ou les autres mouvements insurrectionnels. Ils ne sont pas partis des forces négatives. Ce sont des mouvements patriotes. Ces gens ont pris en main pour défendre nos populations civiles et défendre nos terres. Donc, nous ne pouvons que les soutenir. Alors, dans leur démarche pour la conquête des territoires occupés par les M23, ils ont été bloqués par les forces de l'EAC. Comment vous expliquez ça? Nous avons suivi négativement cette barricade-là de ces forces qui ne font rien. Moi, je peux le dire à haute voix. Ces forces-là ne font rien. Et s'ils sont en train de bloquer nos patriotes, c'est pour laisser au M23 et au Rwandais de pérenniser. Nous pensons, d'ailleurs, j'ai suivi un des patriotes qui a dit, EAC ou pas, nous allons passer. Si ils se rencontrent sur leur chemin, eux, ils vont passer. Alors, ce qui va arriver sur le terrain, c'est que les forces doivent savoir laisser la population s'autodéfendre. Nous sommes dans une position d'autodéfense. Et quand le peuple veut disposer de lui-même, même en droit international, on les laisse s'exprimer. Alors, deuxième question, et la toute dernière d'ailleurs, vous êtes aussi pasteur, mais également ambassadeur de la paix. On s'approche des élections. Vous êtes pasteur. Quel est le rôle que devrait jouer l'Église en ce moment? L'Église ne peut d'abord commencer que par prier pour ce pays, parce que la vraie paix viendra par prier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont le cœur de transmettre le souhait, du souhait de la paix à la volonté, des souhaits de la paix à l'action. Nous ne pouvons que passer à l'action. Pourquoi? Parce que déjà, si on voit ces élections, c'est émaillé déjà de prétentions, de contestations, au lieu de préparer à ce qui est la paix. Donc, nous voulons que l'Église prie afin que les gens, les acteurs politiques, puissent avoir un cœur d'apaisement, un cœur d'acceptation. Ce serait la grande clé, d'accepter la réalité, afin de ne pas se préparer à la contestation. Préparons-nous à la victoire et surtout, préparons-nous à ce qui sera dit par les urnes. Si nous commençons par refuser déjà ce qui doit arriver, vous comprenez déjà qu'il n'y aura pas de paix. Parce que la paix commence avec l'homme. Alors, Maître Serge Lukanga, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pasteur, avocat près la Cour d'appel, mais également ambassadeur de la paix. C'est moi qui vous remercie. Deuxième audience dans l'affaire Stanis Boujakira. Le journaliste était une fois devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe réunis en audience foraine à la prison de Makala. Cette deuxième audience a marqué le début de l'examen du fond de l'affaire. Le journaliste est accusé de plusieurs délits dont le faux en écriture, la falsification des sceaux de l'État et la propagation des fausses informations. Des accusations que rejette sa défense qui sollicite une contre-expertise. On écoute Maître Ndikoulou Yana, porte-parole du collectif d'avocats de Stanis Boujakira. Aujourd'hui, le tribunal a commencé l'instruction de l'affaire sur le fond. Donc, on a pris l'instruction sur la fabrication du faux sceau, d'après le ministère public, ainsi que sur l'usage. Le ministère public a estimé que c'est Stanis Boujakira qui a fabriqué le faux cachet, le faux sceau. Alors que nous avons estimé qu'il devait y avoir même une comparaison avec un spécimen officiel de l'ANER pour qu'on puisse déterminer que c'est réellement un faux. Parce que c'est le dire sans comparaison. Donc il n'y a pas d'éléments de comparaison qui permettent au ministère public d'établir que réellement il s'agit d'un faux sceau, encore que nous continuons à dire que ce n'est pas notre client qui l'a fabriqué. Donc au-delà de nos dénégations, donc de nos dires sur le fait que ce n'est pas Stanislas Boujakira qui a fabriqué ce sceau-là, nous disons que le ministère public n'a pas d'éléments de comparaison. Quels sont les éléments où il peut dire qu'il y a par exemple telle écriture, telle tournure,
tel élément de telle analyse du sceau qui puisse permettre d'établir que le sceau est un faux. D'abord, nous avons demandé à ce qu'on nous produise un spécimen, un sceau officiel pour faire une comparaison. Nous avons demandé donc qu'il faut qu'on fasse une réquisition à l'ANR, que le tribunal prenne un jugement en bas de droit ordonnant à l'ANR d'amener un spécimen, un exemplaire si vous voulez, du sceau qui proviendrait du département d'où seraient sortis les rapports. Nous avons demandé ça. Nous avons demandé à ce que ces téléphones qui étaient entre les mains du ministère public puissent être amenés au niveau du tribunal, parce que c'est là où ça rencontre notre troisième demande, à ce qu'un expert fasse une contre-expertise, une analyse si à partant du numéro IP de Stanislas Boujakera. Lancement officiel vendredi de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023. Il s'agit d'une opération de sensibilisation de masse des électeurs sur les scrutins, dont l'objectif est d'avoir une participation massive des électeurs basée sur la bonne information et une bonne formation. La cérémonie a eu lieu à Béatrice Hôtel en présence de toutes les parties prenantes au processus électoral. Détail dans cet élément. Devant un parterre d'invités, le président de la CENI a rappelé le caractère crucial de la phase du processus électoral qui débute, plaçant les électeurs au centre des préoccupations. À exactement 2 mois des scrutins, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories de citoyens pour une participation de qualité. En outre, le patron de la centrale électorale a insisté que la CENI travaille d'arrache-pied pour l'organisation des scrutins le mercredi 20 décembre 2023, rassurant par ailleurs que la question des cartes d'électeurs défectueuses sera vite résolue. Ces équipes réalisent la partie invisible du travail par notamment les acquisitions du matériel et leur acheminement de plusieurs types de matériel à travers le pays. Concernant les cartes d'électeurs défectueuses, il y a lieu de souligner qu'une série a été affectée par une réaction chimique et nous sommes en train de prendre des dispositions pour remplacer ces cartes allant même au-delà des territoires comme exigé par la loi, mais nous allons jusqu'au niveau des secteurs et ce problème sera résolu d'ici la tenue des élections. De son côté, le deuxième vice-président de la CENI a présenté les outils qui vont accompagner cette campagne de sensibilisation. S'en est suivi une simulation du vote à travers le dispositif électronique de vote. Question d'expliquer à l'assistance son fonctionnement avant le go donné par le président Denis Kadima devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, à savoir Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest. Processus électoral, le rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT se prépare pour la victoire à tout le niveau. C'est dans ce cadre que les candidats aux législatives nationales, provinciales et aux municipales de cette formation politique suivent une formation de renforcement de capacité en matière électorale. Pour Sylvain Mutombo, président national du RDT, grâce à ces assises, les candidats sont dotés des atouts nécessaires pour gagner les élections. Alors, parmi les innovations que nous avons... Plateforme politique et électorale, le rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT s'active pour remporter la bataille électorale de décembre. C'est dans cette optique que les candidats aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales du RDT bénéficient d'une formation de renforcement de capacités en matière électorale.
Pour ce premier jour, les participants ont été outillés et dotés des atouts nécessaires sur la loi électorale, les modes de scrutin, les développements personnels, les stratégies de communication en campagne électorale et tant d'autres matières afin de convaincre leur électorat. Président national du RDT, Sylvain Mutombo Kambinga, se dit sûr de la victoire à tous les niveaux. Ici, nous avons réuni tous les candidats députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui seraient répartis sur 10 listes, ainsi que les conseils municipaux sur 10 listes et une liste de députés nationaux de Kinshasa et certains de l'intérieur qui sont venus pour profiter de cette grande formation. Et il y a des instructions que nous donnerons par nos voies stratégiques afin de gagner les élections et avoir des élus à tous les niveaux, provinciaux, nationaux, municipaux, et faire élire notre champion, Célestin Tshisekedi Tshilombo, comme candidat indépendant à la présidentielle de 2023. Les candidats du RDT ont été appelés à travailler en synergie, car avec le seuil, les élections se gagnent ensemble. En bref et en images, plus de 80 prisonniers se sont évadés de la prison centrale d'Issiro, dénommée ex-Amazi. Selon le greffier de la prison qui a révélé cette nouvelle, les faits ont eu lieu lorsqu'une équipe d'assainissement était venue pour l'entretien du centre. Ces détenus ont profité de l'ouverture de la cellule et ont commencé par maîtriser l'élément de la police commis à la garde et lui ont ravi son arme. Le centre de rééducation d'Issiro est actuellement en état de délabrement avancé. Au regard de l'insécurité qui règne dans la province du Maniema, précisément dans le territoire de Kassongo et Kabambar, où les habitants de ces communautés en conflit se livrent à des actes barbares et des tueries, les élites de ces territoires vivant à Kinshasa se sont rencontrés pour parler paix. Ils appellent toutes les parties prenantes à la paix. Après échanges et réflexions approfondies, déclarons la cessation immédiate de ces affrontements entre ces deux fractions si haut citées, leur demandons de rentrer chacune dans son fief naturel. Tout en exprimant notre profonde compassion envers la population meurtrie, recommandons ce qui suit aux belligérants de cesser toute menace et toute hostilité sur l'ensemble de ces deux territoires. Au gouvernement central de prendre ses responsabilités pour le respect des accords et la mise en œuvre effective du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des franges concernées en toute urgence. De constituer une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dossiers afin d'apporter les solutions idoines pour une paix durable. D'apporter en urgence une assistance humanitaire conséquente à la population sinistrée. De mettre à la disposition des exploitants miniers artisanaux une zone d'exploitation en Amoya conformément à la législation à la matière, à la société Stratégos, de respecter scrupuleusement les cahiers des charges au bénéfice des communautés locales, aux organisations internationales et humanitaires, d'apporter en urgence l'aide humanitaire en vivres et non-vivres aux populations concernées, d'implémenter des projets d'urgence en faveur de populations dans les domaines de WASH, santé, éducation, agriculture et réhabilitation des infrastructures incendiées, à la société civile locale et aux chefs traditionnels locaux de nos deux territoires. Et puis l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM Bukavu, vient de lancer sur le marché de l'emploi 557 lauréats, dont 496 en graduat et 61 licenciés, des chiffres rendus publics lors des cérémonies de collation de grades académiques au campus de Karalé, une cérémonie qui marque également la clôture de l'année académique 2022-2023. C'est une cérémonie solennelle qui a réuni les autorités académiques de l'ISTEM Bukavu, les enseignants, les parents et les étudiants de cette institution publique qui forment des professionnels dans différents domaines de la santé. Sourire aux lèvres, les lauréats de l'Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu ont reçu à tour de rôle leur diplôme, marquant ainsi la clôture de cette année académique. Dans son discours, le professeur Christophe Kassigwa, directeur général de l'ISTEM, a salué ces résultats qu'il qualifie de
satisfaisant avant de rendre des hommages mérités au chef de l'État Tshisekedi et au corps scientifique et académique de cette institution publique. Il pense que c'est là et le fruit d'un dur travail fait avec rigueur et excellence. Le sentiment qui m'anime est celui de reconnaissance à l'endroit du président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la sauvegarde des intérêts de notre pays son cheval de bataille avec des décisions courageuses dont les résultats contribuent au mieux-être de la population. Pour cette année académique 2022-2023, l'ISTEM Bukavu a produit 557 diplômés en première session, dont 61 licenciés et 446 gradués, avec un taux de réussite de 45,57% pour ces finalistes, un chiffre qui pourrait varier en deuxième session. Depuis l'installation de l'actuel comité de gestion dirigé par les professeurs Christophe Kassigwa, l'ISTEM Bukavu enregistre des projets notables dans divers secteurs. À titre illustratif, l'on note la construction de la salle polyvalente sur les sites Caral, la construction d'un grand bâtiment à 4 auditoires au rez-de-chaussée et 4 auditoires au premier étage, l'achat de 50 machines laptop pour les systèmes LMD, pour ne citer que cela. D'une province à une autre, au Nord Kivu, environ 80 tonnes de café restent ce jour stockées dans les entrepôts dans le territoire de Rutshuru et ne peuvent pas être acheminées dans la ville de Goma suite à l'occupation de cette entité par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ceci a été révélé à Goma lors de la célébration de la Journée mondiale du café. Au cours de celle-ci, il a été aussi révélé que la production du café cacao a sensiblement baissé suite à l'insécurité sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Pacheco Kavundama. Célébrer cette année sous le thème « Promouvoir les droits à un environnement de travail sûr et sain dans la chaîne d'approvisionnement du café ». Cette journée a pour objectif de faire la promotion du café local des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, selon Passia Mapendo de l'ONG Agriterra qui a appuyé cette journée. Le Congo exporte autant de café qu'il en importe. Ce qui fait que nous pouvons arriver, avec la consommation seulement locale du café, à résorber toute la production que nous avons à l'intérieur de la RDC. Au cours d'une conférence de réflexion sur le café et le cacao, il a été révélé que suite à l'insécurité dans la province du Nord Kivu, la production du café a sensiblement baissé, souligne le directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo, Jean-Chrysostome Djankemela. Cette situation d'insécurité a impacté de manière négative la production, tous les secteurs dans ces différents territoires. Plusieurs défis restent à relever dans ce secteur du café, selon les spécialistes de ce domaine. Je dois vous informer qu'il y a 80 tonnes de café stockées là-bas à Rutshuru qu'on ne sait pas évacuer à cause des M23 qui est là-bas et les Rwandais qui sont là-bas. Pour marquer cette journée, une cérémonie de dégustation du café produit localement a été organisée pour appeler toute la population à consommer ces produits locaux contenant des vitamines. Cette dégustation va d'ailleurs se tendre pour une semaine dans la ville de Goma. On va prendre les rappels des titres à présent. La détermination des patriotes d'Iwazalendo à défendre la patrie face à l'ennemi produit déjà des fruits sous pression. 2 éléments du mouvement du 23 mars se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, des mouvements citoyens ont manifesté dans la capitale devant l'ambassade des États-Unis pour demander des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. En justice, la deuxième audience dans l'affaire Stanis Bujakira a eu lieu vendredi à la prison de Makala. Elle marque le début de l'examen du fond de l'affaire. Sa défense demande une contre-expertise face aux accusations soulevées par les ministères publics. Voilà qui boucle complètement ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Abidjan grâce à Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.